Bonjour à tous. Je crois que le webinaire est officiellement lancé. Je vois les participants qui sont en train d'arriver. Bienvenue à tous. Je m'appelle Arthur et je suis accompagné de Juliette aujourd'hui. Bonjour Juliette. Bonjour Arthur, bonjour tout le monde. Bonjour. On a aussi Anthony qui nous rejoindra plus sur la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si on n'y répond pas tout de suite, dans tous les cas, on les met de côté pour la fin du webinaire et on prendra le temps de revenir dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, écoutez, je pense que on va se lancer gentiment. Donc aujourd'hui, on est sur un webinaire consacré au reporting ESG. On va voir ensemble pourquoi ce sujet devient incontournable pour les entreprises et surtout comment on fait pour en simplifier la production. Voilà, chez MyReport, avec Juliette, on travaille tous les deux à identifier comment notre outil de reporting peut apporter des réponses concrètes aux problématiques que vous pouvez avoir au quotidien. Et l'actualité autour de la CSRD est assez importante en ce début 2025. Donc ça nous a fait nous intéresser de manière plus large au reporting extra-financier et à la manière dont il était abordé dans les entreprises. Donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Allons-y. Un petit rappel pour commencer sur le concept et les différents acronymes, parce que c'est une galaxie très riche de termes, de réglementations et autres, donc on voulait faire ce petit préambule pour y voir plus clair. Donc le reporting extra-financier, c'est un concept chapeau. Ça englobe toute la publication d'informations non financières sur la performance d'une entreprise. Et ces informations, elles sont structurées autour de 3 piliers principaux, donc ESG, environnement, social et gouvernance. Donc, quand on parle de reporting ESG, on parle plus du type d'information contenue dans le reporting que d'un cadre réglementaire à proprement parler. Par contre, le cadre réglementaire, il existe bel et bien pour certaines entreprises. Dans un premier temps, il y a eu la DPEF, c'est la déclaration de performance extra-financière. C'est en œuvre depuis 2014 et c'était principalement adressé aux grandes entreprises et aux ETI. Mais cette DPEF, elle a été reprise, élargie et augmentée depuis 2024 avec la CSRD, qui vient du coup étendre le champ d'action de la DPEF. Donc, il y a plus d'indicateurs à produire. Il faut aussi qu'ils soient corrélés à des indicateurs de performance financière. Et en plus, le nombre d'entreprises concernées par cette obligation légale est beaucoup plus important parce que, on va le voir sur le slide d'après, le champ d'application s'ouvre, y compris aux PME. Donc aujourd'hui, le reporting extra-financier, il est devenu incontournable en entreprise et pas seulement parce qu'il est obligatoire, ou s'apprête à le devenir pour sans doute beaucoup d'entre vous. Bon, parlons-en tout de même, c'est une obligation légale, comme on l'a dit, c'est réel et ça englobe de plus en plus d'entreprises. Globalement, pour les entreprises, les grandes entreprises qui ont plus de 500 salariés, dans tous les cas, elles étaient déjà concernées depuis plusieurs années par la DPEF. Ensuite, viennent s'ajouter à ces critères-là les nouveaux critères de la CSRD. Donc, c'est les entreprises de plus de 250 salariés ou qui ont plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elles sont concernées à partir de 2025 pour les données de 2024. Autre critère, les PME cotées en bourse. On est sur une obligation à partir de 2026 pour les données de 2025. Quoi qu'il en soit, l'objectif du webinaire ici, c'est pas de vous faire un cours de droit sur vos obligations légales et déclaratives. C'était un petit préambule récapitulatif, mais par contre, si vous avez encore des interrogations, on va vous mettre dans le chat le lien du site web du gouvernement, qui est un simulateur qui est très bien fait, qui, selon votre cas de figure, va vous détailler quelles sont vos obligations ou non. Le deuxième élément important, c'est que ce reporting extra-financier, même si vous ne satisfaisez pas aux critères d'obligation légale, il est fortement probable que vous ayez à produire ces indicateurs ESG pour satisfaire aux exigences d'une autre partie prenante. Ici, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est fortement incité. Par exemple, par des clients qui ont des exigences dans les chaînes d'approvisionnement, ça passe souvent par le reporting carbone, par des banques ou des investisseurs, donc typiquement un prêt qui est conditionné à des performances ESG, ou pour répondre à des appels d'offres publics. Les critères RSE, ils sont de plus en plus intégrés. Et enfin, pourquoi c'est incontournable, le troisième cas de figure, c'est parce que ça peut tout bonnement et simplement être une démarche volontaire de la part de votre entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui choisissent de publier un reporting ESG pour valoriser leur engagement RSE, améliorer leur image de marque, ou même être
proactif et se préparer à de futures obligations et déjà intégrer ces indicateurs-là et cette démarche. Donc, c'est pas juste une contrainte réglementaire. Et au-delà de ça, on va voir que ça peut être envisagé comme une opportunité stratégique, même pour gagner en visibilité sur son activité au sens large, développer des nouvelles compétences et process et améliorer en même temps sa performance financière. Je peux te laisser faire le sommaire, Juliette? Oui, bien sûr. Au niveau des objectifs, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va comprendre un peu ce qui est pris en charge dans ce reporting dans l'entreprise. On va identifier les clés et les informations, les données à collecter et quelle est leur provenance. Et puis, au sens plus large, on va découvrir un petit peu comment simplifier la production de ce reporting. On va vous apporter quelques conseils et on va aussi vous présenter 2 cas d'usage, histoire d'apporter un petit peu de concret. Merci Juliette. Je reprends. Vous m'excusez par avance si j'ai des petites quintes de tout. Vous savez qu'en ce moment, ça circule pas mal. Donc, qui est en charge du reporting extra-financier? C'est la première question qu'on se pose maintenant qu'on a défini plus globalement ce que c'était. Dans certaines grandes entreprises, ce reporting, il est confié à des profils spécialisés. Donc, un responsable RSE, un directeur du développement durable. C'est eux qui structurent la démarche ESG et assurent le suivi des indicateurs extra-financiers. Mais ces profils, ils sont d'une part encore rares et d'autre part, ils sont principalement présents dans les grands groupes ou les entreprises fortement réglementées. Dans la majorité des cas, et en particulier dans les PME, il n'y a pas d'équipe dédiée pour gérer ces sujets-là. Alors, qui prend en charge ce reporting? La réponse, je pense que vous l'avez compris, c'est le DAF la plupart du temps. Le DAF, pourquoi? Parce que il réunit 3 compétences essentielles qui en font le candidat idéal. La première, c'est qu'il y a d'ores et déjà une culture du chiffre et de la performance. Dans les équipes financières, elles sont habituées à produire et analyser des indicateurs de performance régulièrement. Il y a une rigueur dans le traitement des chiffres, et ça, c'est essentiel pour garantir la qualité de ces données ESG. Ensuite, parce que le DAF, il maîtrise les flux financiers et les processus de reporting. Et surtout, il est l'interlocuteur privilégié des organes de contrôle de données. Et au vu des exigences réglementaires fortes et parfois un peu mouvantes du reporting ESG, les compétences d'un DAF qui applique déjà ces logiques dans le reporting financier sont précieuses. Enfin, parce que le DAF, il est déjà au cœur des flux d'informations de l'entreprise et il a déjà cette démarche de collaborer avec plusieurs services, de collecter les bonnes données et de les structurer pour en faire un outil d'aide à la décision. Donc en résumé, il part pas de zéro, il a déjà beaucoup d'acquis, des compétences, des outils et une méthode qui font qu'il est très indiqué pour prendre en main ce sujet-là. Au-delà de ses compétences, le reporting extra-financier pour le DAF, ça représente une opportunité. Pourquoi? Parce qu'il doit désormais collaborer littéralement avec toutes les fonctions clés de l'entreprise. Les RH, les achats, la production, l'IT, la RSE, ça devient un chef d'orchestre, une plaque tournante, et ça lui donne une place centrale dans la prise de décision dans l'entreprise. Ensuite, parce que grâce au reporting extra-financier, le DAF, il devient le garant d'une vision à 360 degrés de l'entreprise. Donc, il a plus seulement en charge les flux financiers et l'analyse du passé. Il aide à anticiper les risques et les opportunités liées aux enjeux ESG qui permettent de se projeter vers le futur. Et enfin, parce que le reporting extra-financier, quand on s'attaque à ce sujet, ça met en lumière un enjeu clé, c'est la gestion des données. Parce que la collecte, la consolidation et la fiabilité de ces données ESG, c'est un défi majeur. Les données, on va le voir ensuite, elles sont vraiment éclatées dans plein d'endroits et avec plein de parties prenantes différentes. Donc, s'approprier ces enjeux de gestion de la donnée, ça devient un moteur de transformation pour moderniser la manière dont l'entreprise fait son reporting et progresser vers une gestion plus agile et plus fiable. Pour approfondir ce sujet, on va vous mettre dans le chat un article qu'on a écrit sur ce sujet, sur voilà comment il faut envisager ce sujet comme une opportunité pour un DAF plutôt que comme une contrainte. Excusez-moi. Maintenant qu'on a vu ça, concrètement, quelles sont les données nécessaires pour ce reporting et comment on fait pour les collecter efficacement? On va revenir sur les 3 piliers, parce que c'est une nouvelle fois ce qu'on a vu, c'est la manière dont on structure les informations de ce reporting ESG. Donc, le premier pilier, c'est l'environnement, c'est globalement mesurer l'impact écologique de l'entreprise. Sa consommation d'énergie, ses émissions de gaz à effet de serre, sa gestion des ressources naturelles. Ces indicateurs, ils sont essentiels pour mesurer l'impact environnemental et permettre aux entreprises de suivre leurs engagements de réduction des émissions, dont beaucoup en ont, et d'optimisation des ressources. Ensuite, il y a le volet social.
qui évalue l'impact de l'entreprise sur ses collaborateurs et sur la société au sens large. Donc ça inclut des indicateurs relatifs aux conditions de travail, à la diversité, à la formation et à la sécurité, globalement. Ces données, ça permet d'évaluer la qualité des conditions de travail, d'anticiper les risques sociaux et d'améliorer l'engagement des salariés. Enfin, le dernier pilier, c'est celui qui est honnêtement le plus abstrait, le G pour gouvernance. Ça évalue la manière dont l'entreprise est dirigée et encadrée. Ça couvre des sujets comme la diversité au sein des instances de direction, la gestion des risques et la transparence des pratiques. Donc on a des indicateurs comme voilà, la politique anticorruption, le taux d'indépendance du CA, etc. Pour être un petit peu plus concret sur ces groupements d'indicateurs plus abstraits. Ensuite, on ne peut pas parler de CSRD sans parler du concept de double matérialité. Bon, j'imagine que une grande partie d'entre vous est déjà familier avec ce concept, mais ça fait du bien d'en reparler. C'est un principe central de cette nouvelle directive qui exige que les entreprises analysent leurs données ESG sous deux perspectives complémentaires, et c'est la vraie nouveauté par rapport à la DPEF. La matérialité financière d'une part, donc c'est comment les facteurs ESG influencent l'entreprise, et ensuite la matérialité d'impact, donc c'est comment l'entreprise influence l'environnement et la société. Et ça nous donne une matrice qui pourrait ressembler à ça en illustration, où on peut scorer ces indicateurs avec ces deux critères de double matérialité. Quelques exemples de matérialité financière, par exemple. Donc les nouvelles régulations sur le carbone peuvent augmenter les coûts de production, donc c'est un impact sur l'économie d'entreprise. La mauvaise gestion de la diversité, ça peut nuire à la réputation et affecter l'attractivité RH. Les risques climatiques, donc des inondations, des sécheresses, ça peut perturber des chaînes d'approvisionnement. Dans l'autre sens, matérialité d'impact, l'entreprise émet-elle des gaz à effet de serre en quantité importante? Est-ce que sa politique de rémunération favorise l'égalité homme-femme? Ou est-ce que l'entreprise impacte la biodiversité d'une manière ou d'une autre par l'usage de ses matières premières? Voilà, on a bien ce fonctionnement dans les deux sens. Et pourquoi c'est un changement clé qui opère là? C'est parce qu'avant, on considérait qu'un seul angle, et maintenant la CSRD impose aux entreprises de considérer ces deux dimensions, sous peine même de non-conformité du rapport. Donc maintenant qu'on a vu ce concept de double matérialité, on peut retourner sur nos indicateurs et surtout, le plus important, essayer d'identifier où on peut les trouver dans l'entreprise. Pour ça, on vous a fait un petit tableau qui pourrait être encore plus dense, mais on voulait que ça reste digeste. Donc on a repris les piliers. Donc on fait un rappel des types de données. Ensuite, on va essayer de regarder dans quelle source de données on peut le trouver et quels sont les interlocuteurs potentiels dans l'entreprise ou dans l'écosystème de l'entreprise qui peuvent avoir ces indicateurs. Donc pour les indicateurs du pilier environnement, les sources de données types pour tout ce qui est consommation d'énergie, émissions de CO2, gestion des déchets, c'est l'ERP. Bon, c'est la grosse machine de chaque entreprise où il y a énormément d'informations. Il y a aussi les factures fournisseurs pour l'énergie, l'eau. Pour les entreprises concernées, les logiciels de gestion des bâtiments. Les bilans carbone, c'est souvent fait par un prestataire externe. Les logiciels de gestion de flotte, il y a énormément d'entreprises qui ont des flottes de véhicules. Donc ça, il y a souvent des logiciels qui sont dédiés à ça. Pareil, des logiciels de gestion des déchets. Ensuite, qui va être l'interlocuteur qu'il va falloir aller voir pour obtenir ces indicateurs? Donc le service achat, les services généraux, les responsables HSE, et les différents prestataires environnement. Pour le volet social, donc là, on parle de données d'effectifs, d'absentéisme, de diversité, de formation. Bon, il y a le SIRH qui contient beaucoup d'informations, les logiciels de gestion des temps, aussi des tableaux Excel. Les sources de données, plutôt qu'un logiciel, ça peut être un fichier plat, un Excel qui a enrichi votre DRH dans son coin, mais qui contient plein d'informations super utiles. Les outils de QHSE, donc de qualité. Le RP, une nouvelle fois, mais là, ici, pour suivre les budgets formation ou même des enquêtes internes. Donc là, les interlocuteurs, vous l'avez compris, ça va être plutôt le DRH, le responsable QHSE ou le service formation. Et enfin, pour la gouvernance, là, on est plutôt sur des documents juridiques, donc les rapports annuels, les comptes rendus de conseil d'administration, les logiciels de gestion des risques, le CRM pour voir les relations avec les parties prenantes et des outils de conformité comme LexisNexis par exemple.
Là, les interlocuteurs, ça va être la direction générale, le secrétariat général et ou un responsable conformité. Avant de passer au conseil et au cas pratique que Juliette va vous décrire, moi, je voudrais finir par, en gros, les défis du reporting ESG avec tout ce que je vous ai mis. Il y a 4 éléments qui sont, pour nous, clés à considérer dans la production de ces indicateurs. Le premier, c'est que, comme on vient de le voir, elles sont déjà présentes dans l'entreprise, ces données ESG, mais elles sont dispersées entre une multitude d'outils et d'interlocuteurs. Donc ça, il faut réfléchir à comment aborder ce sujet de ces données qui sont plus éparpillées que jamais. Deuxième item, c'est que sans un moyen efficace de consolidation, le reporting ESG, ça peut vite devenir un exercice qui est extrêmement chronophage et source d'erreur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent vécu par les DAF comme une contrainte supplémentaire, parce qu'on sait que le reporting dans le quotidien des professionnels de la fonction finance, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Et rajouter cette surcouche, quand on n'a pas un outil adapté, ça peut vite être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un autre défi critique, c'est la fiabilité et la traçabilité des données. Pour ce reporting ESG, comme pour tout autre reporting d'ailleurs, on veut garantir l'exactitude des données et en cas d'erreur, être capable de remonter facilement à la source de l'anomalie, a fortiori quand ces sources de données elles sont aussi diverses et variées que ce qu'on vient de voir. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut composer avec la complexité des exigences réglementaires, bon, la CSRD et aussi la taxonomie verte, etc. Ces normes, elles sont en constante évolution, ce qui nécessite des ajustements réguliers des reporting. Donc, il y a besoin d'avoir une démarche et un outil flexible pour pouvoir s'adapter rapidement à ces nouvelles obligations. Donc, en conclusion de cette première partie, collecter des données ESG, c'est pas seulement un défi technique, c'est un enjeu stratégique, on l'a vu, pour garantir la fiabilité, la conformité, et surtout de gagner du temps dans un environnement où les exigences évoluent rapidement. Merci Arthur. Maintenant qu'on est rentré dans le détail du reporting ESG, on a parlé d'obligations légales, d'indicateurs. On s'est dit que ce serait intéressant de vous partager quelques conseils pour simplifier la production de votre reporting ESG en s'appuyant sur un outil d'analyse de données. Et pour apporter du concret à cette présentation, on va également vous parler du cas d'un de nos clients et de notre propre cas chez MyReport concernant ce reporting extra-financier. Concernant nos conseils, 3 leviers pour simplifier le reporting ESG via un outil d'analyse de données. Le premier, c'est la centralisation des données. L'outil, il va vous permettre cette connectivité multisource. Arthur l'évoquait, vos données elles sont éparpillées un petit peu partout, dans votre ERP, votre SIRH, le logiciel compta, Excel, la base de données, des outils externes. Et donc cet outil va vous permettre de vous connecter à toutes ces sources et surtout d'avoir une vue unifiée. C'est-à-dire que toutes vos données ESG, elles sont regroupées dans un environnement qui est centralisé. L'avantage de ça, c'est que ça va supprimer les silos et vous allez avoir des données qui sont accessibles en temps réel. Le deuxième point, c'est l'automatisation des reporting. Puisqu'avec un outil, vous avez à dispo des modèles de rapports personnalisables. Donc, vous allez pouvoir créer des tableaux de bord ESG qui sont dynamiques, qui vont pouvoir être mis à jour en un clic. Donc, les données, elles se rafraîchissent automatiquement à chaque nouvelle entrée. Et également, vous allez pouvoir avoir des alertes et des notifications automatiques. Ça va vous permettre d'avoir une surveillance proactive des indicateurs clés. Je vous donne un exemple. Si vous dépassez à un moment les seuils d'émission de CO2, il y a une alerte qui va être émise que vous allez identifier rapidement et derrière, vous allez avoir la possibilité de mettre en place rapidement un plan d'action. Troisième levier, c'est la fiabilité et la traçabilité des données. Arthur en a parlé un petit peu avant. L'outil va vous permettre d'avoir un contrôle de cohérence automatisé. Ça va détecter des anomalies ou des incohérences dans les données via la mise en place, je l'évoquais juste avant, d'alertes par exemple. Vous allez avoir une historisation des données, vous allez pouvoir suivre les modifications des données et donc avoir une meilleure traçabilité, ce qui peut être très utile notamment en cas d'audit. Et le troisième point, c'est la sécurisation des données, parce que l'outil, ça vous permet aussi d'avoir une gestion des droits d'accès selon les rôles. Que vous soyez DAF, RH, responsable RSE, vous n'allez pas avoir accès aux mêmes données. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vraie force d'un outil d'analyse de données, c'est que vous allez finalement transformer un processus qui est assez souvent complexe et très chronophage en un pilotage qui est simple, qui est fiable et qui est automatisé de vos indicateurs ESG. Donc vous allez finalement passer
moins de temps à collecter des données et avoir plus de temps pour analyser et prendre des décisions stratégiques. Donc, on voulait ici vous parler du cas d'un de nos clients, donc, qui est Transport et Chaîne. Juste en quelques mots, Transport et Chaîne, c'est une PME familiale française qui compte 350 collaborateurs, qui fait 45 millions de chiffre d'affaires. Et comme c'est un transporteur, quelques chiffres quand même sur leur parc, c'est 235 moteurs, donc des camions, des tracteurs, des porteurs, et 365 remorques. Le gros enjeu sur les sujets RSE, c'est la partie consommation d'énergie, puisque comme vous en doutez, en tant que transporteur, c'est des gros consommateurs d'énergie, et aussi c'est un secteur qui utilise beaucoup de main-d'œuvre, donc ils ont un rôle sociétal qui est très important. Aujourd'hui, Transport et Chaîne, alors ils ne sont pas directement concernés, en tout cas pour le moment, par la réglementation CSRD, parce que c'est une PME qui ne rentre pas dans les critères qu'Arthur a évoqués plus tôt, mais toutefois, ils travaillent pour des grands clients, pour de grandes enseignes nationales, qui, elles, en revanche, sont soumises à la CSRD. Et donc, eux, en tant que transporteurs, ils sont soumis alors déjà à des obligations de reporting et à des labels qui sont liés à leur secteur d'activité. Mais demain, en tant que PME, s'ils ne sont pas capables de répondre à certaines obligations et demandes de clients qui vont devenir des standards pour les fournisseurs de ces grands comptes, ils n'auront plus accès au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Transport et Chaîne, typiquement, ils savent que s'ils ne s'engagent pas dans cette voie, demain, ils ne pourront plus concourir et ils seront disqualifiés des appels d'offres. Ou alors, ils ne seront tout simplement plus consultés par des clients majeurs pour eux et pour leur business. Donc l'impact, il est relativement fort. Donc comme vous l'avez compris, Transport et Chaîne, c'est un client qui est équipé de MyReport. Ils utilisent la solution à différents niveaux dans l'entreprise, mais ils l'utilisent également dans le cadre qui nous intéresse. Les avantages de MyReport chez Transport et Chaîne, c'est qu'ils ont pu consolider et croiser des données provenant de plusieurs logiciels. On en a parlé encore un petit peu plus tôt. Et l'outil va aussi permettre d'homogénéiser les données pour pouvoir sortir des indicateurs pertinents pour l'entreprise. Les indicateurs, c'est la consommation de carburant des véhicules, ça va être le nombre de kilomètres parcourus, le tonnage des marchandises délivrées par leurs clients, par exemple. C'est des indicateurs qui sont très précieux, puisque dans le secteur du transport, ils ont une marge qui est très faible. Assez souvent, ça se joue au centime près d'ailleurs. Donc, c'est indispensable pour eux d'avoir des indicateurs précis pour piloter très très finement leur activité et leur performance. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense notamment à la partie RSE, vous pouvez retrouver le retour d'expérience complet du directeur général de Transport et Chaîne et une conversation un peu plus large sur les enjeux de la RSE dans les PME dans une table ronde qu'on a organisée sur le sujet l'année dernière. On va vous mettre le lien dans le chat si jamais vous souhaitez la regarder. Autre cas, c'est le nôtre. Donc c'est notre retour sur ce sujet ESG. Alors comme notre client Transport et Chaîne, on n'est pas encore concerné par la CSRD. Donc il y a quelques années encore, on n'avait aucun indicateur sur les sujets environnement, social et gouvernance. Et en fait, il y a quelques années, un investisseur est entré au capital chez MyReport et nous a demandé de nous y intéresser et de sélectionner des sujets ESG sur lesquels produire des rapports. Et donc c'est comme ça qu'on a entamé, nous, notre démarche avec des premiers indicateurs extra-financiers qu'on va vous présenter. Ces sujets, c'est le parc automobile, la consommation d'énergie et la formation. Pourquoi on a choisi ces sujets? Assez simplement parce que c'est des sujets qui parlent aux collaborateurs et que c'est plus simple d'embarquer les collaborateurs dans la démarche s'ils se sentent impliqués. Premiers éléments, c'est le suivi du parc automobile. Nous, on suit deux axes, l'hybridation du parc automobile et la sinistralité. L'objectif sur ce deuxième point des statistiques, ça va être déjà de rendre les collaborateurs itinérants responsables de leur attitude au volant, sans vouloir être trop moralisateur. L'objectif, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de leur conduite et de mettre en place des actions concrètes, surtout pour réduire le risque. L'enjeu ici, il est double, il est humain, évidemment, c'est d'avoir une accidentologie zéro, et il est aussi financier, puisqu'avec ces éléments, on va chercher à réduire les primes d'assurance sur le parc auto. Pour info, les sources sur ce tableau de bord, ça va être, Arthur l'a évoqué, notre ERP, on a un module parc automobile pour la partie hybridation, et un fichier Excel pour la sinistralité. D'ailleurs, on a une autre manière de piloter ces indicateurs qui sont liés à l'utilisation du parc auto, ça va être de passer par le suivi des frais kilométriques. Pour ça, on a modélisé un tableau de bord sur le sujet, je ne l'ai pas là, avec des données issues d'un SIRH, Lucas en l'occurrence. Si jamais vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble,
Vous pouvez accéder à notre environnement démo test. On va vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, ne serait-ce que pour l'inspiration, je dirais. Deuxième tableau de bord, c'est la consommation d'énergie. Le but de ce tableau de bord, évidemment, c'est de faire des économies d'énergie et de mettre en perspective les kilowatts consommés, puisque là, en fait, avec le prix de l'énergie et les quantités consommées, ça va nous permettre d'avoir des courbes et de lancer des plans d'action pour réduire notre consommation énergétique. Je pense qu'on connaît tous aujourd'hui les enjeux qui sont liés à la consommation énergétique, l'explosion des coûts qu'on a eu il y a quelques années et les répercussions que ça a pu avoir pour les entreprises. Et encore, nous, en tant qu'éditeurs, on n'est pas les plus touchés dans notre secteur. Je pense aux industries et aux usines, par exemple, qui sont de très gros consommateurs d'énergie et pour qui le suivi de leur consommation, c'est un enjeu qui est énorme. Pour ce tableau de bord, pour info toujours, au niveau des sources, on est parti de nos factures fournisseurs d'énergie qu'on a traduites dans un fichier Excel qui, lui, est connecté directement à MyReport. Donc, à chaque fois qu'on reçoit une facture, les informations sont saisies dans le fichier Excel et automatiquement, les données sont mises à jour dans l'outil. Troisième et dernier point, c'est le suivi de la formation. Donc, on reste sur le volet social et sociétal. On a choisi de travailler sur ce reporting, sur cet aspect formation, parce que ça permet justement de mettre en avant les investissements de MyReport sur ses collaborateurs pour qu'ils puissent monter en compétences, les fidéliser et développer une relation plus durable. Et donc, ça, c'est un tableau de bord qu'on a mis en place via une connexion directe à notre SIRH. Et Arthur, je te laisse prendre la main pour terminer. En effet, je termine forcément avec un petit mot rapide sur MyReport pour vous présenter si vous ne savez pas déjà qui on est. Nous, on se veut être la solution d'analyse de données et de reporting la plus complète et la plus facile à utiliser. La plus complète, pourquoi? Parce que notre sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est une petite partie de tout ce que peut faire MyReport. Nous, notre objectif, c'est d'avoir une solution qui couvre toute la chaîne de la donnée. Modélisation, d'une part, de tout type de données. Ensuite, d'avoir une brique analyse de données. Une brique data visualisation avec une création intuitive de tableaux de bord de pilotage. Et enfin, d'avoir des fonctionnalités de partage et de diffusion de ces données à l'interne ou à l'externe. Et la plus facile à utiliser, pourquoi? Parce que la modélisation dont je vous ai parlé, ça se fait sans code. On a une solution no code. Il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. L'analyse des données, elle se fait en interface directe avec Excel pour conserver vos habitudes. Donc, c'est une espèce d'Excel survitaminé qu'on vous propose. La conception des tableaux de bord, ça se fait par glisser-déposer. Une nouvelle fois, pas de langage de programmation, c'est du drag and drop, c'est très simple. Et enfin, la diffusion des rapports, ça se fait aussi simplement qu'un envoi d'email, que la personne qui est destinataire est MyReport ou pas d'ailleurs. Maintenant, on va répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois que Anthony et Sarah ont déjà essayé de répondre au fur et à mesure aux premières questions qui sont tombées. Mais voilà, si vous voulez creuser certains points ou voir des éléments en particulier, n'hésitez pas. C'est ça, n'hésitez pas à poser vos questions. En effet, on a répondu à quelques questions pendant cette présentation et merci pour la présentation. Quelques questions juste sur l'aspect légal vis-à-vis des différents seuils. Est-ce qu'une structure à but non lucratif est concernée? Voilà, on ne va pas trop s'avancer sur cette notion légale. Je ne vais pas vous dire de bêtises en vous disant oui ou non. Je préfère plutôt que vous regardiez de votre côté la réglementation en vigueur et pour être sûr justement de cet aspect légal. Voilà, on ne va pas trop s'avancer là-dessus en fonction de votre structure et de vos résultats. Il y a eu d'autres questions aussi sur la disponibilité du replay. Donc, en effet, vous allez pouvoir retrouver ces slides. J'ai vu que c'était quand même super bien structuré et bien restitué. Donc, je comprends que cela puisse vous intéresser. Donc, vous allez avoir accès au replay pour pouvoir accéder à ces différents slides et toutes ces informations qui ont été partagées. L'environnement de démo a aussi été partagé par Sarah. Donc là, pareil, vous avez juste à renseigner votre adresse mail. Vous recevez un code sur cette adresse mail qui va vous donner accès à tout notre environnement de démo. Donc, il y a énormément d'exemples. Et encore une fois, et Arthur l'a répété, c'est un exemple, c'est un usage que vous allez pouvoir mettre en place avec MyReport. Aujourd'hui, MyReport va couvrir l'ensemble de vos besoins autour de la donnée.
sur la finance, sur la logistique, sur le commerce, sur différents métiers. MyReport va très bien s'adapter à vos besoins. On a une question de Clément aussi, Clément A. Oui, quel est le coût pour un groupe, par exemple, qui a 10 entités? Alors, ce qui est intéressant avec MyReport, c'est que quand vous avez le socle MyReport, donc une licence principale serveur et une licence d'usage qu'on appelle manager chez nous, peu importe le nombre d'entités, d'établissements, de pays que vous souhaitez intégrer, tant que cette donnée est accessible, vous allez pouvoir justement faire toutes ces analyses avec MyReport avec une seule licence et un socle de base. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on ne raisonne pas forcément par nombre de sources ou par nombre d'entités. On est plus sur un mode projet global dans lequel vous allez venir et intégrer toutes les informations que vous avez besoin d'analyser au quotidien. Est-ce adapté à un reporting conso? Alors en effet, oui. C'est-à-dire qu'avec MyReport, vous allez pouvoir avoir une vision consolidée, on va dire, une restitution consolidée en fonction de l'axe analytique de votre choix, par société, par établissement. Au final, on n'est que sur de la restitution. Donc l'objectif aussi, c'est de faire parler vos données pour que ça puisse répondre à vos besoins d'analyse à l'instant T. Donc ça aussi, si vous avez besoin de voir 2 entités ou d'analyser les 10 ou simplement d'en isoler une ou de comparer 2, c'est des choses qui peuvent être rendues possibles très facilement parce qu'on n'est que sur de la restitution. Clément, pardon, je reviens sur la question de Clément et les coûts. Les coûts, ça va dépendre simplement du nombre de licences dont vous avez besoin. On a un coût annuel sur les licences à déterminer quelles sont les personnes qui vont créer, quelles sont les personnes qui vont visualiser. Donc ça, c'est le coût annuel, c'est le seul récurrent que vous avez, c'est les licences de MyReport. Et derrière, il y a une partie déploiement sur laquelle on vous accompagne. Donc ce sont des prestations de services pour mettre en place MyReport, connecter vos sources, modéliser et créer ces premiers rapports avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, je pense que Sarah a partagé le calendrier. Donc allez-y et on pourra rentrer et vous donner le détail sur ces tarifications. Oui, je pense que c'est la bonne solution. Clément, si vous voulez un chiffrage et décrire un peu l'usage que vous voulez avoir de MyReport, n'hésitez pas à réserver un créneau et on vous fera ça facilement. Anthony, il y a une question de Philippe aussi, je crois, qui arrive entre-temps. Oui, faites-vous un lien avec les codes de taxonomie CSRD? Alors, bonne question. On pourrait faire le lien tant que cette donnée elle est accessible. Donc, la question à vous poser, c'est d'où provient cette donnée, ces codes. Après, ce sont que des liaisons, des jointures qu'on va mettre en place pour pouvoir faire parler ces données et venir croiser ces codes avec le reste. Donc voilà, la seule vraie question à se poser, c'est où se trouve cette donnée et comment est-ce que je peux l'intégrer à MyReport. Donc ça, bien sûr, aussi, ça fait partie de notre travail de mise en place, de vous accompagner dans ces notions qui peuvent être parfois techniques, mais pas d'inquiétude là-dessus. Plus sur un usage qui est le vôtre, c'est là où le focus doit être porté, on va dire, c'est quel est mon besoin au quotidien et qu'est-ce que j'ai besoin de restituer comme information. En fait, avec toutes ces taxonomies, ces grilles, ces nomenclatures, tant qu'on peut le placer dans une table de données et ensuite faire des jointures et des correspondances avec le reste de vos données, en tout cas, MyReport permet de le faire. Donc, tant qu'on peut plaquer cette taxonomie dans une table de données, il n'y a aucun problème pour le relier au fonctionnement de votre entreprise. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus trop de nouvelles questions. Si jamais ça surgit a posteriori, une nouvelle fois, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, nous contacter par email ou sur le chat de notre site web. On est bien entendu tout à fait disponible pour échanger avec vous. Merci Juliette, merci Anthony, et Sarah aussi, que vous n'avez pas vu, qui est derrière, qui traitait vos questions au fur et à mesure. Bonne journée à tous et à bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.